Samuel Kaguroski, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Capter le moment fuyant. Le sous-titre est important, Osamu Tezuka et l'invention de l'animation télévisée. Alors je précise que c'est tiré ou la reprise d'une thèse de doctorat que vous avez rédigée au Japon. Alors pourquoi avoir écrit ce livre? Alors ce livre en fait est né de la volonté de combler une sorte de déficit autour de l'histoire de la première série d'animation télévisée. En fait on connaît assez peu l'apparition de ce type de production, mais il se trouve que ça s'est passé dans les années 60, dans le Japon d'après-guerre, et en fait j'ai vraiment voulu éclairer et circonstancier surtout ce moment où un garçon qui s'appelait Osamu Tezuka et qui était mangaka, qui était connu pour avoir déjà une longue carrière de mangaka. Donc ce garçon a eu l'idée totalement folle pour l'époque de créer de la série d'animation télévisée. Donc c'est quelque chose qui ne va pas de soi du tout, puisque la série d'animation, le dessin animé en général, c'est quelque chose qui est très, très coûteux à réaliser et très lent. Donc en faire une série, c'est pas du tout quelque chose de naturel. Et donc j'ai vraiment eu la curiosité de voir d'essayer de voir comment cette idée a pu apparaître et comment on a pu la concrétiser. Donc en fait ce livre c'est une enquête sur les premières années du studio d'Osamu Tezuka qui s'appelait Mushi Productions. Et cette enquête, je l'ai menée au Japon en rencontrant les anciens collaborateurs d'Osamu Tezuka. Donc Tezuka est mort en 89, mais il y a beaucoup de ces collaborateurs qui faisaient partie de l'aventure, qui sont encore vivants et qui ont pu témoigner. Et donc j'ai pu croiser pas mal de données, d'éléments d'archives et des témoignages de ces opérateurs, animateurs, artistes, techniciens, gouacheurs, etc. pour essayer de remonter un peu le fil de cette histoire-là. Alors justement, pourquoi sait-on aussi peu de choses sur les premières séries d'animation? Alors, lorsque les séries d'animation japonaises sont arrivées à la télévision en Europe, c'était à la toute fin des années 70. À cette époque-là, l'animation au Japon était déjà très mature. Donc les studios avaient déjà au moins 2 décennies de temps de rodage de ce type de production. Et donc, quand en 78, Goldorak arrive en France, il arrive avec derrière lui pléthore d'autres titres qui vont avoir du succès. Mais ça vient un peu comme allant de soi, en fait. Ça a été dissous. Enfin, les toutes premières séries d'animation ne nous sont pas apparues avec la primeur parce que on a importé ça tardivement et en fait sans le souci de... Enfin, c'est ce qui est assez compréhensible d'ailleurs, mais on avait déjà des séries américaines, on a eu des séries françaises également, européennes, qui passaient en même temps. Donc on a tout à fait oublié que la primeur revient aux Japonais, et en l'occurrence à cet homme, Osamu Tezuka. Donc ça c'est le premier obstacle que j'entrevois. Mais il y a peut-être une deuxième difficulté aussi, pour bien comprendre cette histoire-là, et c'est à cette difficulté que tente de répondre le livre, c'est que les toutes premières séries, en plus, on ne les a jamais vues, vraiment. Ce qu'on a eu d'Osamu Tezuka, en l'occurrence Astro, le petit robot, qui est passé dans les années 80 en France, c'est en fait un remake de Tetsuya Matomu, la version japonaise, et cette version n'a jamais été diffusée en Europe, ni même distribuée, pas même en VHS, et aujourd'hui en DVD ça n'est toujours pas disponible. Donc en fait beaucoup des films dont je parle dans le livre n'ont jamais été vus par le public européen. Alors effectivement, les remakes ont ceci d'avantageux qu'ils sont un petit peu plus maîtrisés, un peu plus sophistiqués en termes d'animation, ils sont en couleur. Les films que j'étudie sont généralement en noir et blanc. Alors sauf un, Ribbon no Kishi, qui donne Princesse Saphir, ça, pour celui-ci, c'est l'original qui a été diffusé. Mais pour la quasi-totalité des autres, enfin pour les tout premières séries réalisées par Mushi Pro, on n'en a pas vu l'ombre d'une seule en réalité. Donc les remakes ont un peu masqué les originaux,
Et c'est aussi un obstacle, je pense, à l'accès à l'information première. Alors, quelle différence y a-t-il entre les premières séries qui passaient au Japon et les remakes que vous venez de mentionner, diffusés en Europe? Alors, il y a beaucoup de différences, mais euh, d'abord stylistiquement, comme je l'ai déjà un peu dit, ces premières séries sont balbutiantes, donc hésitantes dans leur structure, dans leur animation même. Mais c'est ça qui m'intéresse. Je leur trouve une spontanéité et une fraîcheur qu'il n'y a plus dans les dessins animés, on va dire plus industriels, entre guillemets, des décennies suivantes. Donc ça c'est sur le plan stylistique, mais en même temps c'est très intéressant de regarder aussi ce type d'animation qui est réalisé très vite effectivement, puisque ces séries étaient hebdomadaires, hein, les diffusions étaient hebdomadaires, donc il fallait aussi avoir un rendement, une cadence, et donc forcément que ça influe, ça oriente le résultat. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'observer dans le livre. Donc ça c'est stylistiquement. Au niveau des histoires aussi qui sont développées sur ces séries, elles sont beaucoup plus radicales, beaucoup plus tranchées, avec même une teneur politique assez mordante dans les produits originaux, y compris d'ailleurs pour les séries qui s'adressaient aux enfants, hein, puisque Osamu Tezuka considérait que c'est pas parce qu'on s'adresse aux enfants qu'il faut leur adresser un message simpliste. Son idée, c'est même un peu, je pense, le fer de lance de l'ensemble de sa carrière, c'est un petit peu de dire qu'il fallait, qu'il faut s'adresser avec sincérité aux enfants et qu'il ne faut pas leur donner un discours mièvre, mais que même s'ils ne sont pas accessibles à tous les contenus qu'ils souhaiteraient pouvoir véhiculer, dans ce qui passe, il y en a toujours assez qui est quand même compris et reçu. Donc, par exemple, Tetsuya Matomu avait un lien avec la technologie nucléaire qui était très fort et qui a totalement disparu, à la fois des versions exportées aux États-Unis, bon, ça pour des raisons évidentes, mais aussi dans les remakes, puisque plus tard, lorsque Tezuka a réalisé les remakes qu'on a connus, les remakes dont je parlais, eh bien ces films-là étaient voués dès le départ au marché d'exportation. Donc on a un petit peu polissé leur structure narrative. Donc c'est une raison qui m'a vraiment conforté dans l'idée qu'il fallait se rapprocher des produits originaux pour voir aussi ce que ces contenus pouvaient avoir d'étonnant, pour nous en tout cas. Et alors, comment le travail était-il organisé justement dans ces studios de production? Alors ça c'est l'autre grand aspect du livre. On a l'idée, quand on parle de studios qui réalisent des séries d'animation, on a l'idée d'une structure très hiérarchisée, pyramidale, où toutes les tâches sont savamment distribuées. Et l'idée principale du livre est de dire que ça a fini par être le cas, mais au début, évidemment, c'était tout à fait expérimental. Et donc l'idée d'Osamu Tezuka, ça avait été de créer un studio où il ferait de l'animation télévisée pour rapporter des fonds, qui lui permettrait ensuite de réaliser des films, enfin ensuite ou simultanément, en parallèle, réaliser des films plus personnels, des courts-métrages expérimentaux. Sauf que quand il a eu cette idée-là, l'animation télévisée n'existait pas du tout, il a fallu tout inventer. Et donc il y a une dimension ultra expérimentale, y compris dans ces produits, qui devaient être dès le départ des produits industriels. Et ça c'est l'idée principale du livre, c'est de dire que ces séries sont expérimentales en fait. Les toutes premières en tout cas. Après la machine s'emballe très vite et avec les années les choses changent bien sûr. Mais au départ, en tout cas, il y a une dimension expérimentale, y compris dans la répartition des postes de travail, y compris dans l'organisation de l'atelier de l'artiste. En fait, le livre est pour beaucoup une espèce d'exploration archéologique, entre guillemets, des ateliers d'Osamu Tezuka. Et j'ai essayé vraiment de voir comment petit à petit l'entreprise s'est rationalisée. Mais au départ, elle n'était pas rationalisée du tout. Et cette chose-là, d'ailleurs, est presque plus intéressante à observer,
que la partie plus modélisable et plus géométrisable qu'on peut observer aujourd'hui, par exemple, et qui s'est mis en place avec le temps.